Merci à Sylvain et à Picard de nous donner l'occasion de parler des beaux projets que l'on fait avec Picard. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un épisode précédent. C'est comme sur Netflix. Il faut aller sur YouTube et vous allez trouver l'intervention Hub Forum Picard et Quancy en 2021. Voilà. Et donc là, c'est l'épisode suivant où la connaissance client n'est pas uniquement au service du client et du CRM, mais elle est au service de l'assortiment produit et de la performance du réseau de magasins. Alors moi, je suis Didier Richaudot, je suis un des associés des Quancy en charge des activités data et j'accompagne Picard depuis 12 ans. Voilà. À toi de jouer, Sylvain. Et bonjour à tous, et moi je suis Sylvain Luce, je suis le responsable de la partie data science et connaissances clients chez Picard. Alors, pour commencer, quelques mots sur Picard. Alors, je pense qu'on ne présente plus aujourd'hui Picard, qui est le leader de la distribution des produits surgelés. L'année prochaine, on va fêter nos 50 ans d'existence, de l'ouverture de notre premier magasin. Dans une histoire un peu plus récente, donc l'année 2020 s'est matérialisée par la mise en place d'un nouveau plan de croissance qu'on a intitulé Proxima, qui vise à une transformation data et digitale de l'entreprise, avec le très très ambitieux projet d'augmentation de plus de 25% du chiffre d'affaires, notamment par le déploiement des services et des nouveaux services digitaux. Et ça s'est matérialisé au cours des années 2021 et 2022, avec notamment le lancement d'un nouveau concept de magasin, donc qui sous-tend le projet qu'on vient vous parler aujourd'hui, et notamment la refonte d'un programme de fidélité intitulé Picard et nous, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un mapping et une très bonne connaissance de nos clients, puisqu'on a presque 90% du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui suivi et tracé en termes de connaissance client. Alors, très très rapidement, Picard, c'est près de 5000 collaborateurs, c'est 1100 magasins sur le territoire, et vous allez voir que ce chiffre est clé par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On est présent dans 19 pays. Depuis 2010, on est régulièrement sur le podium des enseignes préférées des Français. Picard, c'est 1300 produits à l'année, avec 250 nouveaux produits par an, donc une très forte innovation. C'est 12,5 millions de clients, dont 9,3 millions encartés. Et donc ce plan de croissance Proxima, qui vise donc à plus de 25% en horizon 2026, orienté autour des clients, de la conquête par l'ouverture de nouveaux services et de nouveaux magasins, un plan de remise à plat de la plateforme de marque, tout ça visant à nous amener à passer d'une stratégie qui a été traditionnellement mass market à une stratégie beaucoup plus personnalisée, dont on va voir l'exemple aujourd'hui avec la personnalisation de l'offre sur l'ensemble de notre réseau. C'est OK. Ouais. Yes. Donc, Equancy, nous sommes une société de conseil et de services spécialisée dans la transformation digitale client et data, avec un gros focus sur la data. On travaille pour Picard donc, depuis plus d'une dizaine d'années. L'année dernière, nous étions présents au forum avec le groupe Barrière, l'année précédente avec la Poste Mobile, donc un peu sur tous les secteurs d'activité. Le gros enjeu que vous avez tous, c'est comment je valorise mieux l'usage de la data en interne. C'est notre métier de vous aider à accélérer sur ça. Et donc, on attaque donc, sur notre projet d'aujourd'hui, sur l'adaptation des assortiments, donc en fonction de nos zones de chalandise et de nos attentes clients. Alors pourquoi ce projet ? Déjà, on partait d'un constat. Je vous le disais tout à l'heure, Picard aujourd'hui, c'est 1100 magasins, avec chacun des zones de chalandise qui sont différentes, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de cible de clients, d'accessibilité et d'habitude de consommation. Et on a pu mesurer par ailleurs que les mix de motivation d'achat de nos clients pouvaient être très différents d'un point de vente à un autre en fonction de différentes typologies. Et pourtant, chez Picard, aujourd'hui, dans la majorité de nos magasins, vous avez un seul et unique assortiment avec un tronc commun qui est national. Et finalement, ce qui va faire que vous allez trouver tel ou tel produit, ou plutôt que vous n'avez pas trouvé tel produit dans votre magasin, c'est si votre magasin est un peu petit et conditionné par la taille, c'est le nombre de bacs que contient votre magasin qui va driver finalement les produits qui sont présents au sein du point de vente.
Donc l'idée de ce projet, c'est de se dire, dans notre stratégie de vouloir mettre le client au cœur, c'est finalement étudions ce que nos clients achètent particulièrement localement, qu'est-ce qu'ils attendent, et proposons-leur en face l'offre qui va bien. Donc ce projet il a été structuré autour de 4 grands piliers. Le premier, c'est bien sûr et avant tout de mieux satisfaire les attentes de nos clients. Notre deuxième objectif, c'est d'aider notre réseau à redevenir plus commerçant en lui permettant de présenter la meilleure offre possible dans chacun de ses magasins. Notre troisième pilier, c'est d'en optimiser les assortiments et notamment, comme je vous disais, sur les plus petits magasins où là, on doit contraindre et faire un choix. Comment on rend ce choix le plus pertinent possible. Et enfin, bien entendu, aller chercher du chiffre d'affaires et de la marge additionnelle. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est tout de suite de vous montrer le résultat de ce travail. Et après, avec Didier, on reviendra un peu plus en détail sur le comment on est arrivé jusqu'ici. Donc, le résultat, c'est ça. C'est de décliner, donc d'analyser le réseau et de regrouper le réseau en groupes de magasins qui sont homogènes en fonction des comportements d'achat client. Donc, vous voyez que la typologie a donné ici la réalisation de 5 clusters où on a 5 histoires différentes avec des attentes et des comportements d'achat qui sont différents, et sur lesquels on a décliné une offre d'assortiment très différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a un tronc commun national qui regroupe les best-sellers de Picard. Aujourd'hui, c'était 700 références. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 1300 produits à la gamme. On en avait 700 qui étaient dans le tronc commun national et qui étaient présents dans tous les magasins. Aujourd'hui, on tombe à 360 références. Et donc le travail qui a été fait nous a permis ensuite de pousser des références qu'on a définies comme étant incontournables dans chacun des clusters. Donc vous voyez évidemment que les références qui sont dans le bloc rouge foncé ne sont pas les mêmes que vous allez retrouver dans les différents autres clusters. Et puis on a un troisième étage qui est la mise à disposition de références qui sont recommandées, où là la data vient comme outil d'aide à la décision en scorant l'appétence théorique de la référence au sein du cluster en question. Libre après au magasin d'ajuster et de suivre ou non la recommandation pour quand même suivre des particularités qui seraient locales à leur clientèle ou à leur zone de chalandise. Donc ce projet, on a souhaité que ça soit un projet sous forme dans un premier temps de test. Le test a été lancé en janvier 2023, donc vous voyez, ça vient seulement d'être fait. On a fait le choix de démarrer avec 89 magasins, ce qui représente un petit peu moins de 10% de notre réseau. À fin avril, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, on va ajouter 150 nouveaux magasins à ce test. Et puis un déploiement ensuite progressif, 250 nouveaux magasins un peu avant Noël, pour, si tout va bien, basculer l'ensemble du réseau à partir de janvier 2024. Donc, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on a plutôt un très bon retour de la part des équipes magasins, puisque ça leur permet d'avoir une réelle opportunité de remettre leur magasin en adéquation avec les attentes clients, et ça faisait partie de ce qui remontait des échanges qu'ils pouvaient avoir avec leur clientèle, qui parfois s'estimaient ne retrouvaient pas les produits qu'ils attendaient dans leur magasin. Et puis, c'est aussi leur donner cette latitude pour commander des produits complémentaires. On avait fait, pour la petite histoire, une première approche il y a 5 à 6 ans. On avait été dans une approche très, très directive, top-down, et ça avait coincé. Et donc, on a tiré les enseignements de cette première phase en donnant un peu plus de latitude aux équipes. Voilà, et évidemment, on veut que ça soit une phase qui soit itérative. Et là, actuellement, on met en place des comités d'excellence opérationnelle avec les équipes et les magasins concernés pour retirer, évidemment, les enseignements de cette première phase de test à ajuster pour les vagues de développement futures à venir. Alors là, c'était le résultat. Alors, on est passé par un certain nombre d'étapes avant d'arriver au résultat, et ça a pris un peu de temps parce que c'est pas si simple, hein, c'est pas la magie de la data telle qu'on peut parfois la vendre, mais les données dedans, ça te donne le résultat facilement. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie, hein. Et puis, si vous voulez que ce soit vraiment utilisé opérationnellement, il faut que les gens adhèrent aux résultats, ce qui veut dire qu'il faut qu'on prenne leurs inputs et qu'on ajuste. Donc c'est un peu comme je disais ce matin avec la France Mutualiste, c'est un peu une recette de cuisine. Et la recette de cuisine, elle est composée d'expertise data et d'expertise métier pour mettre les bons ingrédients, c'est-à-dire les bonnes data, de manière à avoir un résultat
qui soit utilisable par rapport à l'objectif tel qu'il est prévu. Donc l'approche, elle a été faite en 3 gros temps. Le premier gros temps, ça a été de définir le clustering du parc. Donc dans certaines sociétés, on appelle ça la typologie magasin. C'est la même chose, les statisticiens, ils aiment bien multiplier les termes pour dire la même chose. Donc les clusterings du parc, l'objectif c'était de trouver ces 5 clusters de magasins. C'est quoi les bons critères qui permettent de différencier des magasins pour lesquels les gens viennent pour des raisons différentes, dans un environnement bassin de vie différent et dans un environnement concurrentiel différent. Comment je les segmente? La deuxième partie, c'était maintenant que je sais quelles sont les différences entre mes magasins, qu'est-ce que je mets comme référence dans mes bacs? Combien de références dans combien de bacs? C'est la deuxième partie. Puis la troisième partie, c'est ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. C'est la partie déploiement des tests et d'apprendre des retours opérationnels et des ventes, surtout, sur ce qui fonctionne bien et ce qui peut être encore optimisé. Vous voyez qu'en termes d'échelle de temps, ce n'est pas un projet de 1 ou 2 mois, c'est un projet de plusieurs mois, ce qui est aussi nécessaire pour prendre des reculs sur des sujets qui ont autant d'impact potentiel en opérationnel réseau à la fin. Donc le clustering du parc, malheureusement, ça ne se fait pas non plus en un coup, ça se fait en 2 coups. Et ça se fait en 2 coups parce que ce qu'on voulait, c'était intégrer dans ce clustering du parc une dimension client. Souvent chez les retailers, je ne sais pas qui a en retail, mais la manière classique de segmenter son parc de magasins, c'est taille du magasin, zone de chalandise. Dimension client quasiment, souvent inexistante. C'est la V2 avec la maturité que ça rentre dedans, ce qui nécessite aussi d'avoir une carte de fit, d'où l'importance d'avoir 90% des chiffres d'affaires tracés. Et donc la manière dont on a construit cette typologie magasin, c'est qu'on a d'abord essayé de comprendre les motivations de visite chez Picard. Pourquoi je viens chez Picard? Et ça se voit à travers les paniers. Et d'ailleurs, là, on n'a pas vraiment besoin de dimension client, c'est tous les paniers, 100% des paniers. On n'a pas besoin de la carte de feed. On voit si vous achetez beaucoup de produits, quel type de produits, est-ce que ça varie, est-ce que c'est plutôt la semaine, est-ce que c'est plutôt à midi, est-ce que c'est plutôt le soir, est-ce que c'est plutôt le week-end. Donc on voit beaucoup de choses à travers un panier. Dites-moi ce qu'il y a dans votre panier, je vous dirai qui vous êtes. C'est la partie motivation d'achat. Ensuite, une fois qu'on avait ces groupes de paniers, donc c'est pourquoi les gens viennent dans mes magasins Picard, on a intégré les données des zones de chalandise, des bassins de vie, pour comprendre qui vit autour, quelle concurrence j'ai. Et c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre le contexte de ces paniers. Et c'est le mélange de ces 2 informations qui nous a permis d'avoir le clustering du parc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la typologie des paniers? C'est ce type de résultat-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est les gens viennent chez Picard pour déjà 2 grosses raisons différentes. Je viens pour faire le stock dans mon congélateur en préparation de mes futurs repas qui peut-être auront lieu dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est en haut, là, c'est la partie stockage. Je viens, j'achète du surgelé, je bénéficie de ce que c'est que le surgelé, la capacité de stocker en longue durée. Voilà, ça sous-entend d'avoir un congélateur suffisamment grand. Et pour tous ceux qui habitent à Paris, c'est rarement à Paris. Et puis la deuxième raison, c'est le quotidien. C'est j'ai quelqu'un ce soir, j'ai rien à manger. Ou j'ai même personne ce soir, mais j'ai quand même rien à manger. Ou c'est dimanche, j'ai pas de dessert. Voilà, ça c'est les raisons du quotidien. Ça sous-entend d'avoir un Picard pas trop loin, parce que je vais peut-être pas faire 20 km ou 20 minutes de voiture pour y aller uniquement pour ça. Et donc ça, c'est la partie consommation immédiate. Et puis ensuite, la différence, c'est vous. Il y a des gens qui aiment cuisiner, et il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, ou qui n'ont pas le temps. C'est pas une question non plus, ou qui ne savent pas. Ou peut-être, c'est mieux qu'ils ne cuisinent pas aussi, ça arrive aussi. Et donc ça, vous voyez la différence sur la nature des produits. Est-ce que c'est du brut ou est-ce que c'est de l'élaboré? L'élaboré, ça veut dire que c'est du cuisiné. C'est-à-dire que je le prends, je le mets dans mon four et c'est prêt à l'emploi. Voilà. Et puis, il y a des particularités de Picard liées à sa gamme produit, notamment le snacking. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est plat cuisiné individuel, où là, les usages sont multiples. Ils sont pour vous le midi, je vous conseille d'ailleurs, pour vous le midi, pour vos enfants le mercredi, pour éviter qu'ils mangent des pâtes ou qu'ils mangent au McDonald's. Pour vos parents, quand ils sont âgés, c'est souvent bien meilleur que les organismes qui font les repas à domicile, etc. etc. Donc il y a plein d'usages différents. Je vous rappelle que Didier travaille pour Equancy.
Et donc, on a résumé ça avec ces six paniers d'achat qui nous a permis de voir, OK, dans ce magasin-là, c'est 20% du rouge, 10% du gris, etc., etc. Et on voit des grosses différences sur les mix. Et donc, Sylvain qui travaille chez Picard va vous expliquer des différences. Très rapidement, on vous a sorti 2 exemples, mais vous voyez, vous avez 2 exemples à Issy-les-Moulineaux, 2 magasins, un auprès de la mairie, puis un, pour la petite histoire, en bas du siège de Picard. Vous voyez que le mix des motivations d'achat est très différent d'un magasin à l'autre, alors qu'il doit y avoir à peu près 2 km seulement de distance entre les 2 points de vente. Et on a exactement le même type de constat pour Tours, entre Tours Nord et le magasin du centre-ville des Halles. Donc voilà, ça illustre bien que même au sein d'une même ville, on peut avoir des comportements qui vont être très différents en fonction de la typologie du point de vente et la zone de chalandise immédiate de nos magasins. Allez, c'est sur l'autre. Donc maintenant, si on regarde le résultat sur les clusters magasins, donc les 5 clusters que vous voyez dans le résultat final, comment ils se segmentent. Il y a une grosse différence entre le Picard de Paris-Île-de-France et les Picards de province. Faut faire très attention quand on est parisien et qu'on ne va pas dans les Picards en province, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même population, c'est pas du tout les mêmes ce que les gens achètent, etc. Et donc le bleu, c'est ceux qui sont Paris-Île-de-France. Mais ils ne sont pas que Paris-Île-de-France. Parce qu'il y a Nantes, parce qu'il y a Bordeaux, il y a toutes les grosses villes de France assez similaires à Paris qui ont ce type de magasin aussi. Donc c'est la partie flux des magasins de proximité où je peux y aller aussi tous les jours si je veux parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps. J'ai des petits paniers, j'achète pas mal de plats cuisinés parce que soit les gens savent moins cuisiner à Paris, soit ils ont moins de temps ou je ne sais pas. Et voilà, et puis c'est aussi des plus petites quantités parce qu'il y a moins d'enfants souvent. Sauf quand on s'éloigne un petit peu de ces villes-là et qu'on est en banlieue. Et voilà, on va se retrouver ici ou ici. Et en fonction, on va dire, du revenu de la banlieue, toutes les banlieues autour de Paris ne sont pas exactement les mêmes. C'est pareil dans toutes les villes. Et donc, vous n'avez pas forcément les mêmes revenus et donc pas notamment les mêmes motivations d'achat. Et vous allez le voir aussi. Et puis après, vous avez les magasins de province, donc les jaunes. Et puis ici, vous voyez que c'est un peu un mix des deux. Les jaunes, on ne mange pas pareil dans le nord que dans le sud. Donc on y va chez Picard aussi, en voiture en général, parce que ce n'est pas dans les centres-villes et c'est plutôt dans les zones commerciales. Mais y a plus de poissons dans le sud, il y a plus de glace, et il y a plus de plats préparés dans le nord, et ce n'est pas une légende. Voilà. Je pense qu'on peut passer ça. On peut passer celui-là. Ouais, simplement pour illustrer, vous retrouvez ici la répartition géographique des différents clusters. En fait, on voulait vous montrer ce slide-là pour vous dire qu'il n'y avait pas qu'un seul axe géographique. Souvent, quand on pense à ce type de clusterisation, on se dit, effectivement, comme tu venais de le dire, et c'est une dimension, dans le sud, on ne mange pas pareil que dans le nord, donc on va avoir une segmentation nord-sud qui va être très marquée. L'idée de ce slide, c'est plutôt de dire que le magasin de la banlieue de Brest, il ressemble plus au magasin de la banlieue de Limoges que celui du centre-ville de Brest. Et c'est totalement la philosophie qu'il y a derrière cette clusterisation. Et ça, on ne peut pas le faire sans data. Donc la data aide vraiment, et l'œil des métiers est là pour confirmer qu'effectivement, ça fait sens. Parce que les gens connaissent bien les magasins. Voilà. Donc la deuxième partie, c'est la construction des assortiments. Et Sylvain va nous donner sa recette magique, parce que c'est aussi un grand cuisinier. Oula, alors ça, là-dessus, je ne m'engagerai pas trop là-dessus, Didier. Mais bon. Alors une fois qu'on a la clusterisation, comment on a redescendu les bons assortiments. Donc il y a eu 3 étapes qui ont été réalisées. La première, ça a été de prendre en compte la bonne allocation des familles en fonction à la fois de la particularité du cluster du magasin, mais aussi de la taille et du nombre de bacs disponibles au sein du point de vente. La deuxième partie a été d'identifier un tronc commun qui soit spécifique aux particularités du cluster. Et enfin, l'établissement d'une liste scorée avec une recommandation, mais qui laisse toute la latitude au magasin ensuite d'agir en fonction de sa clientèle. Alors, le principe qu'on a utilisé pour pouvoir choisir le bon produit au bon moment, ça a été l'utilisation d'un score de recommandation qui a été calculé pour chaque référence au sein de chaque cluster. Donc ce score, on est reparti sur des indicateurs qui étaient à la fois des indicateurs de performance de vente, et ça, on savait déjà faire avant d'avoir ces clusterisations. Mais la petite nouveauté, c'est surtout d'ajouter
des indicateurs qui sont des indicateurs reflets du comportement d'achat des clients. Vous voyez, ce score, ça a été une combinaison à la fois de la capacité, de la performance à surperformer en termes de chiffre d'affaires et en nombre d'unités vendues au sein du cluster par rapport à la moyenne. On a pris en compte aussi la capacité d'une référence à stimuler un gros panier moyen. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir certaines références. Si vous prenez par exemple une référence de sauce dans les produits Picard, le prix moyen de l'article étant relativement faible, et si on part que sur des données de performance de CAUV, vous ne mettez plus de sauce dans les magasins parce qu'elles vont disparaître de l'assortiment. Par contre, ce qu'on a observé, c'est quand vous mettez une sauce dans votre panier, souvent vous avez un produit de viande, vous avez un produit de la mer qui est associé, et tout ça c'est les logiques de cross-sell que vous connaissez bien, et ça vient nourrir votre panier. Donc on a pris en compte cette capacité à faire gonfler le panier. On a aussi pris en compte dans les indicateurs clients la capacité à séduire des nouveaux clients lors d'un premier achat. Et ça, avec la surprise, avec des vraies différences en fonction des clusters, donc des attentes différenciées. Et on a pris des indicateurs de taux de pénétration et aussi de taux de réachat qui indiquent la capacité à fidéliser les clients pour monter ce score de manière globale et ensuite affiner les produits au sein de chaque cluster. Donc le résultat, on vous l'a montré tout à l'heure en entrée de cette présentation. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait le scoring, qu'on a redescendu l'ensemble des assortiments par point de vente, il y a quand même un retravail au niveau des gammes par les équipes produits et de vérification du produit sorti par la data, histoire de s'assurer que toutes les familles de produits sont quand même respectées, qu'on a quand même une cohérence par rapport à ce que la marque veut véhiculer. Et donc ça nous a permis ensuite de redescendre au sein de chaque magasin en fonction de leur cluster, les listes de produits différenciés. Alors pour finir cette présentation, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit retour d'expérience sur les premiers enseignements à date. Alors comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de magie de la data qui permet d'avoir un résultat fini, correct, exploitable, sans beaucoup de collaboration avec les métiers. Et donc, il y a eu beaucoup d'itérations qui ont apporté beaucoup de valeur pour aboutir à ce résultat-là. Donc, c'est très itératif. La data nous aide à aller vite et converger vite dans les itérations. Mais le retour métier est fondamental pour arriver au résultat final. Et quand on dit retour métier, c'est avec un S à métier, puisqu'on avait quand même pas mal de directions différentes autour de la table. Et au-delà de la data, on avait les équipes évidemment du CRM, mais on avait aussi les équipes produits, les chefs de gamme, on avait les équipes des ventes. Donc on a même les équipes de la supply, parce que derrière, il se pose quand même des problématiques de comment on redescend la bonne offre et qu'on approvisionne les magasins. Donc ça a vraiment été un groupe de travail très élargi. Le deuxième point, la dernière touche revient au responsable de magasin, ça c'est super important. Si la data elle a été clé dans ce projet-là, elle ne fait pas tout. Je vous l'ai dit en introduction, on ne voulait absolument pas avoir une démarche top-down et à poser à nos magasins des listes de produits totalement définis qui, malgré quand on parle des typologies, ça raconte une vérité sur la globalité du point de vente, mais néanmoins, il y a toujours des petites subtilités qui sont locales, qui sont liées à des particularités propres au magasin. Il fallait pouvoir donner cette latitude à nos différents responsables de magasins de pouvoir ajuster le bon assortiment. Et enfin, le point clé, et c'est ce qu'on voit dans notre développement progressif, c'est cette phase de test and learn itérative. Vous avez vu, on a déjà sorti 89 magasins qui sont dans le test. On en a tiré des enseignements. La vague des 100 prochains magasins qui rentrent à la fin de la semaine tiennent compte déjà des premières modifications, des petits ajustements au niveau du score, des petits ajustements aussi dans la méthodologie et les process pour redescendre cette information-là. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir encore une vague de 250 magasins à partir d'octobre pour terminer les derniers ajustements avant de passer à un développement global sur l'ensemble du réseau. Plus le fait qu'il y a des saisons, et donc les produits, ce n'est pas les mêmes selon les saisons, donc ça nécessite de toute façon de réviser l'approche régulièrement. C'est-à-dire que concrètement, pour rebondir sur ce que dit Didier, on a 3 saisons chez Picard. On a la saison été, on a la saison hiver et on a Noël. Donc c'est-à-dire 3 phases pour revisiter les assortiments, et donc maintenant x5. Donc forcément, il y a un impact sur nos process. Voilà, on a fini. Alors maintenant, les questions, c'est pour vous.
si vous en avez. Ouais. Merci pour la présentation, c'était très clair. Vous nous avez parlé des équipes et on a compris qu'elles étaient nombreuses et diverses à être impliquées sur ce projet parce que c'est quelque chose d'assez transverse. Toutefois, quelle est l'équipe qui a porté le projet depuis sa genèse? D'où est-ce que le besoin est venu en priorité? Qui l'a fait partager aux autres? C'est une très bonne question. Et effectivement, le projet est venu de la partie data. C'est-à-dire la partie data qui, en travaillant les données de zone de chalandise, faisait le constat qu'il y avait des différences notables. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça vienne de la part des magasins. C'est plutôt l'équipe data qui est venue à la rencontre du métier pour identifier ce point et commencer à amorcer la réflexion. Sur la base, du coup, plutôt de la partie analytique? Oui, sur la base de ce qu'on pouvait voir en termes de segmentation, de profil client, et notamment la connaissance de nos zones de chalandise qui montraient quand même des écarts assez marqués entre nos zones, alors qu'on savait très bien qu'on avait un assortiment unique. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de retailers qui ne sont pas comme ça, qui sont déjà des assortiments localisés. Donc on sait que c'est un levier, mais ça crée une complexité. La question, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle, en fait, hein. C'était la première question. Seconde question. Dans la gestion des spécificités donc, de chaque magasin, on a compris que l'assortiment était différent, sauf qu'il y a des magasins qui sont par exemple en zone touristique, avec du coup une typologie de clients qui est très différente entre la phase haute touristique et la phase basse. Est-ce que cette partie-là est gérée ou est-ce que c'est une étape 3 qu'on aura sur le Netflix 2024 ou 2025 ? Alors ça, c'est une question qu'on s'était posée en amont et on pensait traiter ça sous forme de modules, c'est-à-dire on imaginait dans le scénario initial avoir des grandes clusterisations et après avoir des modules qu'on active plus ou moins. Et en fait, le résultat de la clusterisation a naturellement regroupé tous ces magasins-là dans un cluster, qui est en l'occurrence le cluster numéro 5. Et les mesures, les variabilités qu'on peut avoir au sein des points de vente au sein du cluster n'ont pas justifié le fait d'avoir un traitement spécifique. Donc la data, elle a trouvé ça. C'est marrant parce que quand on regarde les noms des villes, ça donne envie de partir en vacances. Merci pour la présentation. Vous avez 250 nouveaux produits par an, donc vous n'avez pas de chiffre de vente. Comment vous les classez dans vos clusters? Et est-ce qu'il y a un impact communautaire, notamment ce qui est cachère et halal? Alors ça nous est très demandé. Aujourd'hui, c'est une réflexion au niveau de la gamme. Ce n'est pas particulièrement traité. Alors il y a un point, si vous voyez ici, si je reviens juste en arrière, sur les clusters, cette partie nouveauté, forcément, on a des références entrantes sortantes qu'il faut gérer. Et alors, on peut utiliser des scores. On a des scores d'appétence produit, on a des scores quand on a une nouveauté, on est capable de faire une corrélation entre cette nouveauté-là et un produit existant. Donc, ça nous indique sur un potentiel de vente ou une appétence client type. Vous voyez qu'on s'est gardé une petite marge ici pour pouvoir intégrer les nouveautés qui, même les nouveautés qui vont arriver en cours de saisonnalité, on les intègre dans cette partie-là et après elles sont scorées à l'itération suivante. Sachant qu'on a des itérations, comme je disais, tous les 6 mois du fait de la saisonnalité. Très bonne question. C'est que des bonnes questions. Moi, j'ai une question sur le produit final pour les équipes en magasin. Est-ce que c'est une appli que vous avez créée? Est-ce que ça s'intègre dans des produits existants? Alors, autre très bonne question. Alors, chez Pika, on est encore beaucoup dans l'Excel. Hein. Donc ça, c'est un peu le problème. C'est une appli Excel. Ouais. C'est quand même un point à craquer. Ouais. Merci. Mais ça marche, hein. Ça marche, ouais, mais bon. C'est vrai que ça engendre une complexité. Et alors, donc, je parlais en introduction de notre projet de transformation data. On a des outils qui arrivent dans la roadmap et qui vont nous permettre de simplifier, mais on ne voulait pas attendre que ces outils soient disponibles pour pouvoir lancer au regard des gains de chiffre d'affaires qu'on peut espérer. Mais il faudra retravailler ce point. Merci beaucoup, très clair. Merci à tout le monde. Et puis si vous avez d'autres questions, on peut se retrouver post une autre question. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de l'intégration de l'open data dans le modèle de clusterisation. Quelles étaient les difficultés là-dessus et comment vous projetez sur les mises à jour de données là-dessus? Donc c'est les données de l'INSEE.
Donc elles sont mises à jour irrégulièrement, mais elles sont mises à jour. Le gros sujet, c'est surtout les zones de chalandise qui peuvent bouger avec les implantations de nouveaux magasins, les concurrents qui arrivent, etc. etc. Il y a beaucoup de données, mais il n'y en a pas forcément tant que ça qui sont très utiles. Donc ça limite. Le plus principal enjeu, c'est de trouver les bonnes, parce qu'il y en a peut-être combien, 250, non, les données open data qui arrivent. Et il faut déjà bien les comprendre, mais en fait, celles qui comptent vraiment, c'est les volumes d'habitants, les revenus, les types de familles, catégories socio-professionnelles, les types de logements. Voilà, tout ça, ça illustre bien pourquoi les gens achètent ces produits chez Picard. Ceci dit, le contour des zones de chalandise est clé dans ce projet-là. Et c'est là où on s'appuie sur le programme Picard et nous, et ces fameux 90% de clients encartés, où on a des informations de géolocalisation qui nous permettent en fait en temps réel de connaître, en quasi temps réel, de connaître le périmètre de nos zones de chalandise, surtout quand vous ouvrez entre 20 et 30 magasins par an. Forcément, les contours des zones peuvent changer. Donc ça, voilà, on monitore ça. Et tous les 6 mois, quand on refait, ou quand on refera, puisqu'on est au début du projet, une réactualisation de leur sortiment, il y a toujours un ajustement des clusters pour s'assurer que le magasin est toujours bien dans le bon cluster. Bonjour, bravo, c'est un super projet, je trouve. Le use case était assez clair au début. Est-ce que vous l'avez étayé par justement des gains en termes de CA, en termes d'objectifs pour avoir du bon sponsoring et pouvoir aligner budget et mobilisation de l'ensemble des personnes? Alors évidemment que ça va être un critère clé. Vous l'avez vu, on est au début des projets. Donc en toute transparence, aujourd'hui, les premiers signaux sont plutôt au vert. Donc évidemment, on a des populations témoins. On analyse des magasins par rapport à des magasins jumeaux de la même catégorie. On analyse aussi les clients qui sont clients dans ces magasins tests pour regarder si les indicateurs de fidélisation sont en progression. Donc tout ça, on suit ça. Et aujourd'hui, on a un petit delta plutôt positif sur le vert. Maintenant, ça serait un petit delta un peu sur le rouge. Je ne serais pas non plus inquiet. Le temps, voilà, c'est des projets qui demandent du temps. Alors, au niveau du sponsorship, parce qu'il y avait 2 éléments dans votre question, on a la chance d'avoir une présidente qui a été très sponsor de ce projet-là, qui a un parcours de chez Intermarché, de chez Auchan, donc qui était convaincue aussi, ça faisait partie de ces étonnements en arrivant chez Picard, cette particularité d'avoir les mêmes assortiments dans l'ensemble des points de vente. Donc ça a beaucoup facilité le projet, et puis après la démonstration data, de dire, voilà, factuellement, voilà des zones de chalandise, elles sont toutes différentes, mais on appose le même assortiment. Bonjour, merci pour la présentation. Je me posais la question, est-ce que vous prévoyez d'implémenter des données vidéo dans la prise de décision? C'est pas du tout intéressé comme question. Pour le moment, on n'a pas prévu, mais pourquoi pas, si bien sûr ça peut apporter une valeur ajoutée au modèle et à la pertinence. Oui. Merci. On ne veut pas mettre tout le monde en retard. On est bon ou on n'est pas bon? C'est parfait. Ah, bah voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Bonne Merci journée. à vous.